Voilà. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire qui va parler de l'alimentation vivante, pourquoi et comment l'adopter. Nous avons avec nous Gradiela Queyran et Nathalie Badet. Donc, Gradiela Queyran est une accompagnatrice de jeunes diplômée par la Fédération francophone de jeunes et randonnée. Elle est naturopathe et formatrice en cuisine. Nathalie Badet, quant à elle, est également accompagnatrice de jeunes FFJR et formatrice en cuisine. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération francophone de jeunes et randonnée, c'est une association qui regroupe 130 organisateurs de séjours de jeunes en France et à l'étranger. Et on est un organe donc, qui certifie, qui forme ces personnes-là, mais qui aussi œuvre pour les jeunes en France. Et donc aujourd'hui, donc on va vous parler de l'alimentation vivante et on va vous montrer aussi le programme, les différents points. Donc ça va durer à peu près 45 minutes la première partie. Donc un petit 1, donc c'est comprendre l'alimentation vivante. Qu'est-ce que l'alimentation vivante? C'est bien fait. Ensuite, on va vous présenter aussi la cuisine et ses différentes techniques. Donc comment cuisiner de façon crue. Ensuite, on va vous montrer des idées de recettes et on répondra à vos questions. Donc, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais les noter et ensuite, on aura une partie questions-réponses. Et en deuxième partie, donc à partir de 20h45, on parlera avec Jean-Pascal Dalvide du premier congrès international du jeune qui a lieu en France à Aix-en-Provence le 9 mars prochain. Donc Jean-Pascal, c'est l'organisateur de ce congrès-là. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et Jean-Pascal aura le plaisir d'y répondre. Je vais vous laisser la parole, Nathalie et Graziella, et je vous souhaite une bonne présentation et n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là. Bonjour. Alors, c'est moi qui commence. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver, de vous rencontrer ce soir ici. Alors, pour moi, c'est un peu une première. Le direct, c'est quelque chose auquel je ne suis pas habituée, hein, donc, voilà, je vais avoir quelques petites minutes d'adaptation. Alors, le sujet, l'alimentation vivante. Donc, vous le savez certainement déjà tous, l'alimentation, c'est un des piliers majeurs de la santé. Et plus elle est saine, et mieux c'est. Donc, et notre objectif ce soir avec Nathalie, c'est de vous démontrer que l'alimentation vivante répond à la fois à nos besoins nutritionnels, tout en se voulant gourmande et savoureuse. Parce que si lui, l'organisme a besoin de se nourrir de nutriments, les mangeurs que nous sommes, nous avons souvent besoin, nous, de plaisir. Donc, de concilier à la fois le côté sain, gourmand, c'est une bonne combinaison, voilà, qu'on va essayer. On a un programme un peu ambitieux, mais bon, nous devrions y arriver. Nathalie, tu peux passer la photo suivante, s'il te plaît, la slide suivante. Alors, la définition de l'alimentation vivante. Donc, l'alimentation vivante, c'est une alimentation qui va privilégier la consommation d'aliments naturels, 100% végétal. Donc, quand on dit 100% végétal, donc là, on a vraiment tous les végétaux, des fruits, des légumes, qui seront la part la plus abondante dans notre régime alimentaire d'alimentation vivante. On va avoir donc des légumineuses, les oléagineux, les noix, les graines d'oléagineux, les algues aussi, qui sont de formidables végétaux. Tout ce qui est herbes, pousses, verdure, j'en oublie certainement. En fait, voilà, Euh, tous les végétaux. non, ils sont toujours en réunion. Euh, Merci de couper vos micros, Non, s'il vous plaît. Merci. non, je pense pas, non. OK, d'accord. alors, c'est donc l'alimentation vivante 100% végétale, ne comportant pas d'additifs chimiques, donc ça c'est important, et qui répondent aussi à nos besoins nutritionnels, donc qui sont riches en nutriments. Donc, vous voyez à l'écran la photo là donc qui montre des légumes dans une brouette et qui est donc dans un grand champ. Donc, c'est une photo que j'aime bien parce que pour moi, elle correspond vraiment, c'est un bel exemple de l'alimentation vivante. Parce que nous avons un peu ici toutes les conditions réunies pour avoir des bons produits riches en nutriments.
pour que nos produits soient riches en nutriments, il y a des paramètres qui sont importants à considérer. Alors déjà que le mode de production, donc c'est important que nos légumes, eh bien, poussent, nos végétaux soient poussent dans un bon milieu, un bon environnement, donc une terre qui soit elle-même riche en nutriments. Donc ça, c'est vraiment un paramètre important. Le deuxième paramètre qui me semble important, c'est le circuit de distribution. Donc un circuit de distribution. Vos données sont-elles privées? Je t'entends plus, Graziella. Allô? Voilà, c'est bon. Le son avait été coupé. Vous m'entendiez plus depuis longtemps? Non, non, à l'instant. Ah bon, voilà. Donc j'étais sur le circuit de distribution. Un circuit de distribution, donc on va favoriser les circuits de distribution plutôt de proximité, les circuits courts, la production locale. Le mode de conservation aussi est important. Plus nos produits sont frais et plus on va conserver aussi leurs nutriments. Donc pour les fruits et les légumes, ça va être de les conserver par exemple au frais, à l'abri de la chaleur. L'épicerie, ça va être de les conserver au sec. Et puis voilà, pour quelques exemples. Donc la conservation est vraiment, vraiment importante. Le mode de préparation aussi est important. Donc, en alimentation vivante, on va vous parler de trempage, de germination, de lactofermentation. Donc, tous ces modes de préparation ont l'avantage en fait de pouvoir démultiplier les propriétés nutritives des aliments. Donc, ce sont des modes de préparation qui sont intéressants justement. Et puis, leur consommation. Comment on va consommer ces produits-là. Alors, quelque chose qui me vient en premier, c'est la mastication, de bien mastiquer, parce que c'est le début aussi de la digestion, donc ça va nous aider aussi à bien assimiler nos nutriments. Dans la consommation aussi, c'est d'éviter de laisser trop longtemps vos aliments, une fois que vous allez faire, par exemple, si vous faites un jus, un smoothie, vous préparez des crudités, c'est important de les manger rapidement, de ne pas les préparer un jour à l'avance, par exemple, parce qu'ils vont s'oxyder. Donc, si vraiment vous voulez bénéficier de tous les nutriments, c'est vraiment important voilà, de préparer, de manger, de ne pas garder dans votre frigidaire trop longtemps les produits. Et puis aussi le cadre aussi dans lequel nous mangeons. C'est vraiment important de manger dans un cadre relaxant, qui n'est pas stressant, hein, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais quand on est stressé, on digère moins bien, donc on assimile forcément moins bien. Voilà. Donc pour ces paramètres qui me semblent importants pour que pour que nos produits, les produits que nous consommons, en fait, on puisse bénéficier vraiment de tous leurs nutriments. Nathalie, tu peux continuer. Donc, je parlais nutriments, donc une alimentation variée, riche en nutriments, parce que chaque jour, on doit apporter en quantité suffisante et de manière équilibrée donc un nombre de nutriments afin de satisfaire nos besoins énergétiques et vitaux. Tu peux y aller, Nathalie. Alors, qui sont-ils ces macronutriments et ces micronutriments? Donc, c'est peut-être l'occasion de faire un petit rappel, parce qu'on en parle souvent. Les macronutriments, ce sont les protéines, les lipides, les glucides, dont les fibres qui sont importantes, donc que nous retrouvons dans les glucides. Donc, ces macronutriments, il faut savoir qu'ils représentent 90% donc, de la ration nutritionnelle qui sont consommés au quotidien, avec les apports en eau, et qui fournissent encore au corps notre énergie. Hein. Ce sont les calories. Voilà, donc... Voilà, certains vont réparer, remplacer les tissus endommagés ou usés, mais c'est vraiment, voilà, ces macronutriments sont vraiment, ils s'appellent macronutriments, c'est vraiment nos carburants. Et puis, nous avons les micronutriments. Donc, dans les micronutriments, on a toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments, les acides gras, les acides aminés, les phytonutriments, donc qui vont... Alors, certains micronutriments vont être... en fait, viennent de nos macronutriments, hein, qui sont transformés par les enzymes en micronutriments, comme les acides gras, les acides aminés, par exemple. Et puis d'autres, on va les apporter par l'alimentation, les vitamines
par exemple, les minéraux, les oligo-éléments et les phytonutriments, donc qui sont les polyphénols, hein, dont vous avez certainement déjà entendu parler, et les caroténoïdes, voilà, qui sont vraiment importants. Donc, ce sont des substances qui sont vraiment fondamentales, qui sont essentielles, parce elles vont jouer un rôle dans les réactions métaboliques élémentaires. Donc, dans chaque cellule de notre corps, les transporteurs, les cofacteurs de réaction, les messagers. Et certaines ont des propriétés antioxydantes, hein, comme les vitamines A, C, E et les polyphénols. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important parce que ça va pouvoir avoir une action sur le stress oxydatif, hein, voilà, on retrouve souvent ce stress oxydatif, on vous en parle souvent, l'oxydation, hein, de nos cellules. Et donc, tous ces micronutriments vont pouvoir agir contre ce stress oxydant. À la suivante. Alors, je vous ai fait un petit focus sur les protéines végétales parce que ça me semblait important, parce qu'il faut savoir que bien qu'on parle beaucoup de végétarisme, de végétarien, on en est bien loin en France. Alors, j'ai pris des petites notes. Il faut savoir que c'est des chiffres que j'ai pris sur le site, hein, de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement, hein, qui est un établissement public. Alors, donc, où il est dit que 80% de la surface agricole nécessaire à nourrir la population française est dédiée à la production de viande et de produits laitiers. 65% des protéines que nous consommons sont d'origine animale et nous mangeons par semaine et par personne 820 grammes de viande. Donc, l'alimentation végétale, le régime végétarien, on en est encore très loin. Pourtant, ces protéines végétales, elles sont vraiment des avantages. Déjà, il y a une absence de graisse saturée et elles sont riches en minéraux, en phytonutriments, en fibres végétales. Parce qu'on a vu, vous savez, qu'il y a eu des études de fait, hein, qui démontrent que les protéines végétales sont mises en cause, hein, notamment la viande rouge, la charcuterie, qui contiennent des nitrites, sont mises en cause en fait dans tout ce qui est cancer du côlon, les maladies cardiovasculaires, entre autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, d'apporter un peu plus de protéines végétales, apporter un peu plus de végétal dans son alimentation. Alors, on n'est pas là, je ne vous dis pas d'être végétarien à 100%, mais l'idée en fait, de notre live, de notre direct, c'est que vous puissiez apporter davantage de cru, en fait, davantage de végétal à votre alimentation. Je vous ai mis quelques chiffres aussi que je trouvais intéressants. 10 000 types de protéines différentes dans notre organisme, ce qui n'est pas rien. Donc, ces protéines, c'est quand même aussi un macronutriment qui est important. 10 kg de protéines dans un corps adulte de 70 kg. Donc, 40% sont stockés dans nos muscles. 300 à 400 grammes de protéines sont renouvelés chaque jour. Et 17% de l'apport énergétique est fourni par les protéines. Voilà. Donc, c'était des chiffres qui me semblaient aussi importants. Donc, plus de protéines végétales pour une alimentation saine et durable. Voilà le message. Nathalie? Alors là, je vais vous parler, à suivre justement, je parlais donc de l'alimentation vivante. On entend souvent parler de l'alimentation vivante. C'est une alimentation, donc il y a plusieurs courants. On parle donc de cuisine crue, hein, on va en parler un peu plus loin, de cuisine. Mais alors, on a la déshydratation, qui est une technique de préparation, alors qui n'est pas une cuisson. Ça consiste à sécher les aliments à basse température, donc on peut aller jusqu'à 65 degrés. En général, on reste à 40 degrés, entre 40 et 45. Et ce système, cette technique, cette déshydratation va nous permettre donc de conserver plus longuement les produits, mais ça va aussi jouer sur les textures, modifier les textures. Donc, en cuisine vivante, on va aussi pouvoir, par exemple, faire des crackers. On va faire de la cuisine qui est intéressante pour avoir joué sur les textures et modifier les saveurs. Voilà sur la déshydratation. Et slide suivante, Nathalie, merci. Et là, je vous parle aussi de l'alimentation, de la cuisson, parce que dans l'alimentation vivante aussi, on peut aussi inclure de la cuisson. La cuisson, c'est aussi, ça va dépendre, c'est aussi
Il est bien évident que, par exemple, en plein été, on aura moins envie de cuisson qu'en plein hiver. Donc, introduire de la cuisson dans l'alimentation vivante, c'est très important. Ça va dépendre donc de la saison, ça va dépendre aussi des individus, ça va dépendre de l'état de santé à laquelle on est. Par exemple, si on a un système digestif qui est un peu en difficulté, eh bien, on va introduire davantage de cuit. Donc ça, c'est vraiment important aussi, voilà, de ne pas exclure la cuisson de nos régimes. Et puis ça va dépendre des produits, parce qu'il y a des produits qui ne se mangent pas du tout crus, hein, qui vont vraiment nécessiter une cuisson. Donc quand on parle de cuisson, bah, autant prendre des cuissons qui préservent justement nos aliments. Donc là, on parle de cuisson douce pour préserver le croquant, la saveur et une partie des vitamines et des minéraux, tout en même temps diminuant la teneur de l'aliment en pesticides. Donc, on a les vapeurs douces qu'on peut faire avec un autocuiseur, un vitaliseur. La cuisson à l'étouffée aussi est intéressante, avec une cocotte à fond épais ou une casserole à fond épais. Hein. On va mettre un petit peu d'eau dans le fond de notre casserole et puis on va laisser cuire à feu doux. Et puis voilà, le choix des ustensiles aussi est important, inox, céramique, fonte, bois, verre. Et voilà pour ce qui est de ces modes de cuisson qui sont respectueux des aliments. Ah, et voilà. Et donc, pour résumer, là, vous avez la pyramide alimentaire de l'alimentation vivante, où vous voyez donc que les alimentations de base, on va retrouver donc nos fruits et nos légumes, les feuilles vertes, hein, vraiment en quantité importante, parce qu'il faut savoir que les protéines aussi, donc on va les retrouver dans dans tous nos végétaux, et on en retrouve aussi beaucoup dans les feuilles vertes. Vous avez par exemple l'ortie contient 8 grammes de protéines dans 100 grammes de feuilles. Donc, si on a à peu près 250 grammes d'ortie, on a une portion de 20 grammes de protéines. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je prends l'ortie comme exemple parce qu'il me semble que c'est un bon exemple, parce que souvent, ben voilà, ça change un peu, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et c'est intéressant de prendre conscience que nos mauvaises herbes sont aussi très riches en nutriments. Non seulement elles contiennent des protéines, mais elles contiennent aussi beaucoup de nutriments. Donc, on retrouve de la silice, du fer et bien d'autres nutriments qui sont importants dans notre alimentation. Donc, les feuilles vertes, vraiment, c'est vraiment important de les avoir dans notre alimentation au quotidien. Donc, quand on dit généreusement, les fruits, les légumes, les feuilles vertes, c'est 70 à 80% de notre assiette au quotidien. Puis après, on a tout ce qui va nous apporter davantage de protéines et d'acides aminés. Donc, c'est les légumineuses, les graines germées, on en parlera tout à l'heure, les noix et les graines, donc les oléagineux, tout ce qui est noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix de pécan, les noix de macadamia. Donc, on a vraiment là une liste longue de noix qui sont vraiment délicieuses. Et puis, il y a les graines de tournesol, les graines de lin, les graines, et tout un tas d'autres graines, les graines de sésame, voilà, qui sont riches en acides gras et qui sont aussi riches en protéines. Donc, ils sont vraiment intéressants. Puis, en moindre quantité, on a les herbes, les pousses, la verdure, les jus d'herbe, les algues aussi. Donc, les algues là, j'aime bien aussi les mettre. Donc, on a les micro-algues et on a les algues fraîches, hein, que moi, j'ajoute plutôt dans la partie basse de sa pyramide alimentaire. Les algues fraîches sont vraiment des végétaux très intéressantes en tant qu'alimentation, parce qu'elles contiennent vraiment presque tous les nutriments dont nous avons besoin, riches en protéines, riches en fibres, riches en micronutriments. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant de les ajouter dans notre alimentation, ces algues. Voilà, et puis pour potentialiser la biodisponibilité donc, nutritionnelle de tous nos produits, eh bien, on va utiliser le trempage, la germination, la lactofermentation, l'extraction de jus et les cuissons douces. Voilà, donc on va vous parler de ça. Eh bien, à suivre. Et c'est Nathalie qui va prendre la suite. Merci. Nathalie. Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler des bénéfices de l'alimentation végétale sans cuisson. Donc l'alimentation vivante, ça regroupe que les végétaux et pas ou peu de cuisson. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est sans gluten,
elle est sans lactose et du coup, on peut avoir des bénéfices immédiats, quasiment immédiats. Donc tout de suite, la digestion est améliorée. L'intolérance digestive est augmentée. Alors, quand on veut passer au mode cru, il faut y aller quand même progressivement si on n'est pas habitué. On en introduit un petit peu, jour après jour, on en met plus. Et l'idéal, c'est d'arriver à peu près 70% de cru dans l'assiette. Ça va assez vite réduire toutes les inflammations que vous pouvez avoir dans le corps. Vous aurez une meilleure assimilation du calcium parce que le corps humain assimile mieux le calcium issu des végétaux qu'issu des animaux, donc que du lait de vache. Alors, si vous intégrez une alimentation plus vivante, ça vous permettrait donc d'avoir une digestion améliorée, moins de douleurs d'inflammation. Ça va aussi renforcer votre système immunitaire, donc vous serez moins malade l'hiver. Ça va aussi améliorer votre santé mentale et émotionnelle, dans le sens où, un petit peu quand on jeûne, on a une clarté d'esprit, on a moins de brouillard dans la tête, on voit plus où on va, enfin, bon, on peut le tester en fait. Et puis, votre peau sera plus ferme, plus saine, votre vue a un petit peu de chance de s'améliorer également. Et vous aurez un meilleur sommeil. Donc, comme l'a dit Graciela tout à l'heure, le sommeil, c'est très, très important aussi. C'est un pilier comme l'alimentation. Ne pas dormir, c'est vraiment une torture. Personnellement, j'ai fait des insomnies pendant 25 ans. Et l'alimentation vivante, et notamment les jus, m'ont permis vraiment de dormir mieux, plus longtemps et d'être vraiment en meilleure santé. Et puis, ça va augmenter votre énergie. En fait, l'alimentation crue, tous les micro-organismes, les nutriments, les vitamines, tout ça, vous l'aurez à l'état brut et au maximum. Et forcément, votre énergie va s'augmenter. Et puis, ça soutient aussi votre poids de forme. Donc, quand on mange cru, déjà, on perd du poids parce qu'on est plus rassasié plus facilement. Donc, on a besoin de moins manger. Donc, on perd du poids. Et on va atteindre un poids de forme naturellement. Et on va pouvoir le garder sans trop de problèmes. Graciela, je te passe la main. Alors, donc dans l'alimentation vivante, on parle de cuisine. Vous avez certainement entendu parler le mot cuisine, hein, donc c'est l'art de cuisiner vivant. La cuisine ou la raw food avec mon accent, hein, vous voyez, RAWF2OD. Donc voilà, et donc là on va vous présenter les différentes techniques qu'on retrouve dans cette cuisine. Alors, on va vous parler de 3 techniques. On va vous parler de la lactofermentation, de la germination et des jus. Prochaine slide. Alors, la lactofermentation des légumes. On connaît la lactofermentation des légumes, la lactofermentation, la fermentation. Hein, c'est une technique qu'on utilise depuis très longtemps, depuis le néolithique d'ailleurs, depuis vraiment très très longtemps. Donc, c'est une méthode. On connaît beaucoup la lactofermentation pour la conservation, mais on va voir que c'est bien plus que ça, la lactofermentation. C'est une méthode qui est simple, saine, économique et écologique. Voilà, j'aime beaucoup cette technique pour tous ces aspects-là. La prochaine slide. Alors, comment se produit une fermentation lactique? Donc, nos légumes contiennent naturellement donc, des ferments lactiques, hein, qui sont présents donc, sur nos légumes et qui vont convertir donc, les glucides qui sont contenus dans les aliments en acide lactique. Donc, cette fermentation a lieu dans un milieu sans oxygène, en aérobie. Les légumes vont être immergés dans de l'eau pour favoriser la production d'acide lactique. Donc, la formule magique, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Nathalie? Merci. Donc, la formule magique de la lactofermentation, c'est les légumes, du sel, un milieu sans oxygène, et donc ce qui va créer de la fermentation lactique.
Je voulais vous dire quelque chose. Donc ça, c'est le mode d'emploi. Et donc, tu peux passer à la slide d'après. Donc, on parlera un petit peu plus loin, un peu plus de comment on fait une fermentation lactique. Ce qui est important aussi à savoir, c'est donc la fermentation lactique va devenir de plus en plus acide, et ce qui va empêcher le développement donc, des bactéries, des levures, des champignons indésirables au profit des bonnes bactéries qui sont les lactobacilles. L'atout principal donc, de la lactofermentation réside dans les effets bénéfiques du développement sur le microbiote, en fait, sur le développement d'un microbiote sain et sur la digestion, parce qu'elle va renforcer l'action des microbes qui résident dans l'intestin. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des probiotiques naturels. Donc, vous savez qu'on a plus de 10 000 fois plus de bactéries que de cellules, et qu'on a 50 000 milliards de bactéries dans nos intestins, ce qui équivaut à peu près à 1 kg par individu. Donc, ce n'est pas rien, hein, 50 000 milliards de bactéries dans les intestins. Donc, on est quand même, plus tout le reste, on est quand même des bactéries sur pattes, je dirais. Donc, ces bactéries, il faut bien les nourrir, hein. C'est ce en quoi aussi donc, notre alimentation vivante est intéressante. Et donc, avec la lactofermentation, on va apporter des bactéries, on va venir nourrir notre flore intestinale, notre microbiote. Donc ça, c'est un aspect vraiment important dans la lactofermentation. Tu peux passer. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi, cette lactofermentation? Eh bien, elle va aussi donc, enrichir les aliments. C'est-à-dire que, par exemple, un aliment qui contient de la vitamine C, eh bien, le fait de le lactofermenter, hein, il y a eu des études de fait que vous pouvez retrouver dans PubMed, ça va enrichir, ça va démultiplier en fait la vitamine C, par exemple, des choux. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Mais pas que, il y a vitamine C, vitamine K, des macronutriments, ça enrichit les aliments. Donc ça, c'est intéressant, c'est une conservation 100% naturelle. C'est vraiment un mode de conservation qui est intéressant et puis qui est économique, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, avec pas grand-chose, avec des légumes, en fait, avec simplement des légumes, un bocal et un peu de sel, on va pouvoir faire une conservation. Ça permet d'exhauster les saveurs, hein, ça c'est intéressant aussi, nos saveurs, les légumes, les produits, les légumes vont changer de goût aussi. Il y a une prédigestion des fibres, donc ça c'est aussi un aspect qui est important dans la lactofermentation, ça va aider à la prédigestion, ça va aussi nourrir nos bactéries. Un rôle détoxifiant et puis un rôle protecteur, hein, grâce à ces probiotiques naturels. Prochaine slide. Et donc, pour lactofermenter les légumes, on a deux techniques. Il y a la technique de la salaison et la technique de la saumure. Donc, la technique de la salaison, donc, on a notre légume, on met du sel, on laisse fermenter le légume pendant 1 heure ou 2, et le sel va faire ressortir donc le jus du légume. Puis quand au bout d'1 heure ou 2, on aura laissé fermenter notre légume, on va prendre un bocal. Alors moi j'aime bien utiliser les bocals du type Le Parfait avec les caoutchoucs, parce que ça va permettre au gaz de s'échapper, et il va y avoir une fermentation qui va se faire au fur et à mesure des jours, hein. Et ça c'est très, très intéressant. Et vous avez donc avec un pilon, vous allez mettre vos légumes dans votre bocal et pilonner jusqu'à faire ressortir le jus de vos légumes, et vous allez ainsi donc mettre tous vos légumes dans votre bocal, et à force de pilonner, vous allez voir qu'ils vont être recouverts par leur propre jus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la salaison. Et puis on a la saumure. Et la saumure, elle, c'est une technique où là, on va en fait apporter de l'eau salée sur nos légumes. Donc c'est deux techniques qui sont intéressantes en fonction des légumes qu'on a à faire. Donc là, on pourrait en parler pendant longtemps, hein, de la lactofermentation. Mais comme on a encore beaucoup de choses à vous dire, eh bien, je vais laisser parler Nathalie qui va vous présenter d'autres techniques, donc la germination et les jus. Alors, moi, je vais vous parler donc des graines germées et des jeunes pousses. Donc, en fait, il y a des différences entre une graine germée et une jeune pousse.
La graine germée, elle va pousser dans un environnement humide, sans nécessairement avoir de terre ou de la lumière. Par exemple, les haricots bongo, donc les pousses de soja, sont cultivées sans lumière. Elles sont consommées peu après le début de la germination, donc 3-4 jours maximum. Et elles sont mangées entières. Donc, on va manger la graine, plus la racine qui a commencé à pousser, et le germe de la fleur, de la feuille qui va naître. Tandis que les jeunes pousses, elles sont cultivées dans la terre et avec de la lumière. Elles sont récoltées un peu plus tard, donc on va attendre 1 semaine à 2 semaines après la germination, et on va ne consommer que la partie aérienne. Par exemple, les pousses de tournesol. On va prendre un petit peu de terreau, un petit bac assez fin, on va mettre du terreau, on va mettre nos graines de tournesol, on va arroser, et on les consommera en les coupant, et à partir du moment où elles auront 10 à 15 cm de hauteur. Alors, comment pousse une graine en fait? Le processus de croissance d'une graine. En temps ordinaire, la graine, elle est dans ce qu'on appelle dans la position de dormance, c'est-à-dire qu'elle va rester telle qu'elle est en attendant un moment propice pour pouvoir pousser. Et donc, pour ça, elle a des enzymes anti-germination. Par exemple, vous achetez un paquet de lentilles, le paquet de lentilles, s'il n'est pas mis dans l'eau, il n'y a aucune raison que les graines se mettent à germer. Une fois qu'elles sont dans l'eau, c'est-à-dire que la graine, elle va attendre une bonne pluie, donc elle va être bien mouillée, et là, elle va se dire, tiens, je vais pouvoir germer, les conditions sont propices. Donc, elle enlève ses enzymes anti-germination, et donc c'est ce qu'on appelle l'imbibition. Donc, on va mouiller la graine, et la graine va s'activer. Donc, elle va commencer à germer, à rendre la coque plus tendre, et le petit germe va pouvoir perforer cette graine et commencer à germer. Et ça va augmenter, en fait, ce processus, toute la disponibilité des nutriments. Ça va devenir un super aliment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un super aliment? C'est un aliment qui a de très fortes propriétés, très grandes propriétés nutritionnelles par rapport au volume qu'il occupe et son poids. Voilà, donc très peu de cet aliment et vous aurez vraiment plein de vitamines, A, B, C, D, K, des sels minéraux, du calcium, du fer, du zinc, du potassium, du magnésium, du soufre, du sodium, du phosphore. Il y aura de fortes protéines. La spiruline, par exemple, est pleine de protéines, des enzymes intéressantes aussi pour le microbiote, des fibres, puisque c'est un végétal. Il y a plein d'antioxydants, d'acides gras essentiels, d'acides aminés essentiels. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire tremper ces graines avant de les consommer. Les lentilles, par exemple, il y a quelques années, quand j'étais petite, on nous disait il faut les faire tremper, les lentilles, avant de les faire cuire. Maintenant, on ne vous le dit plus, mais un conseil, faites quand même tremper vos graines avant de les manger. Voilà, et donc ça apporte bien plus de nutriments que les légumes plus âgés. Qu'une carotte qui sera, par exemple, développée, vaut mieux manger la jeune pousse de la carotte. Donc là, il y a différents ustensiles pour faire germer des graines. Donc, ce qu'on appelle les germoirs. Il y en a qui sont faits spécialement pour les graines mucilagineuses. D'autres, bon voilà, vous mettez vos petites graines, vous les remplissez. C'est joli. Moi, j'avoue que je préfère le saladier maintenant, avec mes graines qui vont pousser, vous voyez, qui vont germer à travers la petite passoire. Donc, je mets une petite poignée de graines dans ma passoire. Là, en l'occurrence, ce sont des lentilles. J'ai mon saladier, je remplis d'eau. J'attends 12 heures, 24 heures maximum et je rince. Donc, j'enlève mes enzymes anti-germination sont dans le saladier. Je vide cette eau. Je récupère mes graines germées et je les rince matin et soir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et à la fin, là, je les ai plantées, non, je les ai mis dans l'eau vendredi soir et là, elles sont prêtes à manger. Vous voyez, elles ont germé, elles ont aussi augmenté de volume et là, elles sont excellentes à manger.
L'intérêt, voilà, c'est aussi le volume. Une toute petite poignée de lentilles, vous allez avoir 5 fois plus de nourriture à consommer. Alors, toutes les graines peuvent être germées. Donc, les légumineuses, la plus connue, souvent, c'est l'alfalfa, la luzerne. Mais vous avez aussi les graines de betterave, brocoli, carottes, voilà, toutes les lentilles, tous les choux, les radis. Les pois chiches sont des graines un peu plus grosses qui sont peut-être un peu plus compliquées à faire germer, mais on peut y aller avec toutes ces légumineuses. Les céréales, également. Là, vous pourrez avoir du gluten, par contre, dans certaines, mais quand la graine est petite, il n'y en a pas trop du gluten dedans. Toutes les plantes aromatiques, le carvi, coriandre, cumin, fenugrec, c'est une plante aussi très, enfin, que les gens font germer souvent. Les liliacées, l'ail, l'oignon, le poireau, ça va être des graines un petit peu piquantes, un peu comme le radis. Et tout ce qui est mucilagineuse, donc le basilic, les graines de chia, les graines de lin, moutarde, roquette. Et en cuisine, on utilise cette particularité de mucilage, notamment sur les graines de lin ou les graines de chia, parce que c'est surtout sur des petites graines. Elles forment une sorte de gel autour d'elles, un gel de protection pour pouvoir garder plus longtemps de l'humidité. C'est une petite graine, s'il y a un petit courant d'air et qu'elle se met à sécher, elle ne va jamais pouvoir se développer et devenir potentiellement un arbre. Je pense par exemple au gland, petit gland qui devient un chêne après. Et bien sûr, toutes les oléagineuses, les amandes, les courges, le sésame, le tournesol, les noix de cajou aussi qu'on utilise beaucoup en cuisine. Alors, on utilise aussi les jus en alimentation vivante. Alors, ce sont des jus qui sont essentiels parce qu'ils nettoient et revitalisent très rapidement le corps. Donc, c'est une source de concentré de nutriments, vraiment des bombes nutritionnelles, et c'est facilement assimilable. On peut aussi les appeler l'eau vivante, tellement elles sont riches et vivantes encore. Le corps absorbe très rapidement les nutriments parce qu'il n'y a pas de fibres, donc c'est immédiatement assimilable. Alors, entre les jus de légumes et les jus de fruits, qu'est-ce qui est le mieux de prendre? Donc, on va regarder les avantages des jus de fruits. Donc, les avantages, ce sont que les fruits sont plus faciles à assimiler que les légumes. Les jus de fruits sont moins minéralisés, mais par contre, ils sont plus vitaminés. Et ils ont d'excellentes propriétés détoxifiantes et antioxydantes. Alors, qui dit avantage, dit aussi inconvénients. Donc, les inconvénients des jus de fruits, les fruits sont très sucrés et si on boit le jus seul, il n'y a plus de fibres dedans. Ce qui fait qu'en fait, on ne boit que du sucre sans fibres. Ça fait des pics de glycémie importants. Donc, au final, ça risque d'être nocif et ça accroît le risque d'obtenir du diabète. Alors, l'astuce, parce que les jus de légumes, les jus verts, des fois, c'est un petit peu raide à boire. Donc, on met quand même un peu de fruits dedans. On met 3/4 de jus de légumes pour 1/4 de fruits. En général, dans son jus de légumes, on met un fruit, une orange, une pomme, voilà, quelque chose qui adoucira. Ou on prend des légumes qui sont déjà sucrés, du style carotte, betterave. On fait attention aussi de respecter les couleurs des jus pour avoir quelque chose d'agréable à regarder. Si on commence on va essayer d'avoir un jus rouge, un jus vert, un jus orange, en mélangeant pas trop les couleurs, parce que un jus cacadois, ça va forcément vous allez avoir plus de mal à le boire. Il sera moins bon. Donc les fruits, si vous voulez les consommer autrement qu'à la croque, ce qui est quand même la meilleure façon de manger le fruit, c'est de le passer en smoothie et vous bénéficierez en même temps des fibres. Alors, les jus, bien sûr, on prend des légumes de qualité, frais, on attend, pas quelque chose qui a traîné 3 semaines dans le frigo, sans pesticides et puis surtout de saison. Donc, le jus va respecter tout ce qui est intestin sensible, donc tout ce qui est attaquant pour les douleurs intestinales. Ce sont des jus super alcalinisants, donc quand on est inflammé, donc avec de l'acidité dans le corps, ils vont vraiment reminéraliser et alcaliniser tout ça. Ils sont détoxifiants, revitalisants.
Il y a beaucoup d'antioxydants dedans. C'est l'idéal lors d'un jeûne ou en rupture de jeûne, ou le matin, on peut boire un petit jus et on est parti pour la journée. Ça ne donne pas assez de calories pour rompre le jeûne. Et puis surtout, c'est intéressant aussi pour les organismes dévitalisés, donc les personnes qui sont vraiment en grande souffrance, les personnes âgées également, les enfants aussi. La posologie, entre guillemets, donc c'est pas un médicament, mais il faut quand même respecter un petit peu des quantités. Donc, il est idéalement 1 à 2 verres de jus de légumes par jour, en début du repas ou en dehors des repas. Mais bon, pas pendant. Ah, ça me fait penser, j'ai oublié, merci Nathalie. Donc, sur la posologie, comme tu dis, par rapport à la lactofermentation. Donc, la lactofermentation se consomme en petite quantité. Donc, c'est 1 à 2 cuillères à soupe par jour. C'est voilà, c'est vraiment très acidifiant la lactofermentation et que ça contient pas mal de bactéries. Donc, c'est important aussi de respecter les doses. Donc, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Vous mettez 1 cuillère à soupe dans votre assiette au quotidien avec vos légumes, vos crudités, etc. Et voilà, c'est suffisant. C'est vraiment important cette notion d'acidification, de ne pas perdre ça de vue parce que c'est très bon la lactofermentation. Moi, j'en fais régulièrement et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, on peut vite se laisser aller à en manger beaucoup, mais attention à l'acidification. Alors, maintenant, nous allons vous présenter, nous allons justement passer à la partie gourmande. On va vous présenter avec Nathalie, parce que nous sommes toutes les deux donc formatrices en cuisine, on organise des stages de cuisine végétale, des ateliers. Vous pouvez venir d'ailleurs si vous le souhaitez. Donc là, on va vous présenter un assortiment en fait de recettes qu'on peut faire donc en cuisine. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on joue vraiment en fait avec les textures. Et donc on peut partir, vous voyez, si par exemple on prend une carotte, souvent quand on parle de légumes crus, on va dire ah, bah oui, la carotte, qu'est-ce qu'on fait avec une carotte? On fait une carotte râpée. Mais on peut faire plein de choses avec une carotte, on peut la couper en tagliatelle, on peut la couper en spaghetti, on peut en faire des crackers, on peut en faire vraiment plein de choses. Là, par exemple, vous avez à l'écran, vous avez un taboulé de chou-fleur. Bon, je ne sais pas si vous connaissez les taboulés de légumes. Donc, on en fait de plus en plus, ça dépend dans quel milieu vous êtes. Mais la semoule de légumes, donc, elle est très sympa à faire. Elle se fait avec un robot. Avec la fonction pulse. Et là, avec un chou-fleur, on a vraiment un plat vraiment délicieux qui peut ressembler au taboulé de semoule, le céréal, mais non, c'est du chou-fleur. Et là, j'y ai rajouté une grenade pour donner la couleur. C'est vraiment très bon à essayer. À côté, on a la soupe crue à la courgette et au basilic. Donc ça aussi, c'est très, très sympa à faire et très facile avec un bon blender. Et puis, on a les fameux spaghettis de courgettes aussi. Voilà, une fois qu'on y a goûté, ben, on y revient souvent, très facile à préparer et qu'on peut aussi décliner avec des recettes, des champignons crus, des sauces tomates, des olives, enfin plein de bonnes choses. Et vous voyez, là, on a aussi mis des fleurs. Tu peux passer sur l'autre slide, Nathalie? Donc là, on a encore combien de temps devant nous, Léa? 5 minutes. Écoute, on va passer rapidement, comme ça, on va pouvoir répondre aux questions des Parce que nous, attends, on va participants. prendre encore un petit peu de temps. J'ai parlé un petit peu des recettes. Là, on a encore un slide à passer. Donc là, par exemple, on a les maquis végétales, on a des roulades de courgettes qui contiennent en fait un fromage végétal. On peut faire du fromage végétal. Ça, c'est un fromage végétal qui est fait à base de noix de cajou, donc très facile à faire et qui est vraiment très bon aussi, qui ressemble au fromage frais. Est-ce qu'on a encore une slide après ça, Nathalie? Après, le pesto aux herbes sauvages aussi, qui est très bon, le fameux tartare d'algues. Alors ça, bon, avec les algues fraîches, hein, comme je vous disais tout à l'heure, très très riche aussi en nutriments. Les rouleaux multivitaminés.
Donc là, vous avez vraiment un échantillon de ce qu'on peut faire en cuisine vivante qui est très, très intéressant. Tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Ah oui, les Voilà, desserts crus. tous les desserts, ouais. Mm. Les Les mousses au desserts aussi. citron à base de courgettes, les crèmes brûlées. C'est un univers incroyable. Alors, je Oui, pense que on voilà, espère qu'on vous a donné, on espère qu'on vous a donné, qu'on vous a fait saliver, qu'on vous a mis l'eau à la bouche et que vous aurez envie de cuisiner vivant, donc un peu plus. Peut-être que vous le faites déjà, mais en tout cas pour nous, c'était vraiment important, en tout cas que vous ayez conscience que l'importance aussi à travers l'alimentation vivante, l'importance de la diversification en fait, et qu'on peut introduire chaque jour un peu d'alimentation crue, d'alimentation vivante dans son alimentation. Et voilà, c'était ça important. Si vous avez, voilà, si on vous a convaincu, et ben voilà, c'était notre objectif de ce soir. merci beaucoup à vous deux pour cette super présentation. C'était vraiment super intéressant. Personnellement, j'ai adoré et j'ai noté quelques questions dans le chat. Alors, si on va pas revenir à l'ancienne slide, mais on avait une question par rapport à la slide de la pyramide de l'alimentation vivante. Il demandait, donc Eric qui demandait, il n'y a pas de céréales dans la pyramide, est-ce normal? Ben oui. Non, c'est vrai, on n'a pas les. Ah mince. Je t'ai coupé le son sans faire exprès. Attends, remets le son, Graziella. On t'entend plus, c'est moi, j'ai fait une fausse manip. Je disais que oui, il y avait pas en effet, il n'y a pas de céréales dans l'alimentation vivante. D'accord. Dans notre pyramide, voilà. Donc c'est vrai que dans la cuisine vivante, Nathalie, hein, on ne met pas de céréales. Oui, parce qu'a priori, elles ont du gluten. La plupart ont du gluten. Et donc, on évite le lactose, le gluten dans l'alimentation vivante. Voilà. Ok. Après, Est-ce comme est-ce que je peux poser une question par rapport à ça? oui, bien sûr. Ben oui, Eric, c'est ta question. Alors, Ouais. Si on n'a pas de céréales, comment on peut faire la complémentation des acides aminés pour Alors, avoir... nous, on précise bien que cette alimentation vivante, c'est pas une alimentation que on vous demande, enfin, c'est pas pour dire on doit manger 100%, on doit suivre ce régime alimentaire à 100%. C'est bien, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'introduire dans votre régime alimentaire et donc vous pouvez très bien, avec une salade de crudités, rajouter un céréal et justement apporter, comme vous dites, les acides aminés, que de toute façon, on va retrouver quand même dans d'autres aliments que que vous avez dans l'alimentation vivante. Voilà. Donc, Voilà, comme je disais tout à l'heure, si on prend 70% d'alimentation vivante et puis le reste d'autres choses, ça peut être des céréales. Voilà, là, vous aurez quelque chose de très, très bien au niveau alimentaire. merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on a une autre question. Est-ce possible de savoir les quantités de sel requises pour la saumure? Exemple, combien de tasses combien de tasses de légumes, combien de tasses de sel, etc. ben, en fait, pour la saumure, pour la saumure, pour la salaison, enfin, pour la salaison et la saumure, on va dire, on peut utiliser entre 1 et 3% de la quantité de légumes, de sel par rapport à la quantité de légumes. C'est-à-dire que si vous faites par exemple une salaison et que vous avez 1 kg de choux, vous allez utiliser entre 1 et 3% de sel, donc de ce kilo de choux. Donc ça veut dire que si vous avez 1 kg de choux, vous allez mettre par exemple, si vous 1%, c'est 10 grammes. 2%, c'est 20 grammes, 3%, c'est 30 grammes. Personnellement, je mets toujours entre 1 et 1,5%. Et ça marche très bien. Et la saumure, vous allez donc saler l'eau. Donc, si vous avez 1 litre d'eau, vous mettez pareil, 3% dans votre litre d'eau. Donc, soit vous mettez 10 grammes, ça va correspondre à 1%, 20 grammes à 2% et 30 grammes à 3%. Et pareil, pour la saumure, moi, je mets entre 1 gramme et 1,5 gramme. Merci. Alors, peut-être, Nathalie, cette question pour toi. Alors, on a une question de Carole qui demande pourquoi mes germinations de roquettes font une gélatine. Je ne peux donc pas germer, je dois donc les mettre en terre. Qu'est-ce que je ne fais pas correctement?
Alors, la roquette, j'ai jamais fait, mais est-ce que ce sont des graines qui font du mucilage? Elles sont toujours plus difficiles à germer, ces graines-là. Oui, ce Il sont faut des des graines à germoirs. mucilage. C'est ça. Voilà. Donc, il faut un germoir un peu spécial où l'eau va affleurer sur une petite grille et il faut toujours que l'eau soit affleurante, mais il ne faut pas noyer la graine. Donc, c'est voilà, un petit germoir un petit peu spécial. C'est Ok. vrai qu'elles sont plus embêtantes, les graines à mucilage. Hmm. Pour commencer, il vaut mieux favoriser l'alfalfa, par exemple, hein, c'est très facile. Donc, si vous voulez commencer à faire de la germination, facile, prenez de l'alfalfa. Ou comme disait aussi Nathalie, les lentilles, c'est vraiment super à germer et c'est très, très bon et c'est très riche aussi en nutriments. L'alfalfa et les lentilles, c'est vraiment les deux graines à faire germer en priorité, les plus simples. Alors, les lentilles, si elles se mangent difficilement, parce que bon, il y a une petite habitude alimentaire au niveau du palais à avoir. Moi, je sais que les lentilles comme ça, je les mange sans aucun problème. Jusqu'à la maison, il y a des gens un petit peu plus réticents. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets dans une casserole d'eau, j'amène à ébullition et je stoppe. J'attends pas de te faire cuire 10 minutes ou choses comme ça. Alors, on va perdre un petit peu de nutriments, mais plus de personnes pourront les manger et je les refroidis immédiatement. Donc, elles sont juste arrivées à l'ébullition, stop, on arrête, on refroidit. Là, elles sont un petit peu plus tendres. Et si vous avez un autocuiseur, je vous conseille aussi l'autocuiseur. Pour ma part, alors les lentilles germées, je les aime bien aussi crues et je les fais aussi à l'autocuiseur. Et moi, j'ai un vitaliseur et c'est excellent aussi. Et ça leur donne alors moi, je les fais cuire 1 ou 2 minutes à l'autocuiseur. Et là, elles ont un délicieux goût de noisette. Bon, ça dépend, il y en a qui leur trouvent un goût de châtaigne. Moi, c'est un goût de noisette. Mais c'est aussi très, très bon 2 minutes à l'autocuiseur. Merci. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions. Il y en a encore, il me semble, peut-être 6. Donc, rapidement, est-ce qu'on peut faire germer les orties? Bah, des graines il faudrait des graines d'ortie. Pourquoi Voilà, pas? bah, écoutez, c'est la question. Les orties peuvent germer? Point d'interrogation. Bah, pourquoi Après, pas? toutes les graines germent, en fait. Après, il en faut en quantité suffisante. Je suis pas, enfin, les orties, on peut les trouver dans les petits sachets pour les semer, comme on sème les carottes. Bon, il n'y en a pas assez. Ou alors, on a des orties chez soi et on récupère les graines, mais il en faut beaucoup. Ok. Prochaine question. Donc, c'est Isabelle qui demande, avez-vous des accessoires ou des marques à nous proposer pour faire des spaghettis, par exemple? Ah, alors moi, j'ai un spiraleur professionnel. Ça va dépendre. On trouve des petits spiraleurs dans le commerce qui sont très bien. Après, ça dépend. Voilà, moi, j'en ai acheté un professionnel. Et toi, Nathalie? Alors moi, c'est pareil, j'utilise un manuel. Après, vous avez le taille crayon. Tout dépend de la quantité que vous voulez faire et l'épaisseur que vous voulez faire. Donc, je sais que j'en ai un qui est très bien, qui fait vraiment des cheveux d'ange pour les carottes. C'est très, très, très fin. Et en fait, quand on mange une carotte, suivant la façon dont on la râpe, elle n'aura pas le même goût. Par exemple, vous la prenez à la croque, elle aura un goût particulier. Si vous la râpez, elle n'aura pas le même goût déjà. Et quand vous faites vraiment des cheveux d'ange avec les carottes, c'est encore une découverte culinaire. Donc, il y a Merci. vraiment toutes sortes de marques. Donc, après, ça va dépendre en fait, surtout du prix que vous voulez mettre. D'accord. Ensuite, Carole, je veux acheter un déshydrateur. On m'a recommandé, alors attention le nom, Exal Excalibur, Excalibur. voilà, pour leur garantie, mais aussi moins 10 pendieux, la marque Corosi. Qu'est-ce que La tu en marque, penses? Corosi. moi, j'ai un BioChef. Après l'Excalibur, c'est celui enfin, c'est un petit peu la Rolls-Royce du déshydrateur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie, mais après, ça va dépendre encore une fois du budget, en fait, hein, qu'on a. Voilà, après, de ce qu'on veut en faire, aussi l'utilisation. Donc, Alors, c'est difficile moi, de donner j'ai un un conseil. Sedona, enfin 2 Sedona même, parce que je déshydrate beaucoup. Quand on a un potager, je crois que c'est vraiment indispensable parce que tout arrive en même temps. Donc, on peut faire déshydrater tous ces légumes qui sont
trop avancés parce qu'on n'arrive pas à les manger, qui sont un peu moches, en fait, les légumes moches. Donc, on les passe, on les déshydrate, on les coupe, on peut les conserver pour faire des soupes l'hiver, pour faire tous les bouillons, on les réduit en poudre, ces légumes, et on en fait des bouillons pour tous ces plats. Et donc, moi, j'ai le Sedona. Ce qu'il faut faire attention, c'est de pas en acheter un qui serait trop cheap, entre guillemets, où il faudrait que vous soyez en train de tourner les plateaux à chaque fois, en train de régler la température. Enfin, il ne s'agit pas d'aller se lever la nuit pour aller régler, parce que souvent, on démarre une déshydratation, par exemple à 60 degrés, pendant 1 heure, pour enlever un maximum d'eau rapidement, notamment pour les tomates, parce qu'elles ont beaucoup d'eau. Alors, c'est un peu une étuve, un déshydrateur. C'est un ventilateur avec une résistance, ça chauffe un petit peu, ça consomme pas grand-chose. Mais voilà, si on le laisse trop longtemps avec trop d'eau, ben, ça peut pourrir, c'est pas du tout le but recherché. Donc on met un petit coup de boost à 60, 1 heure ou deux, et ensuite on passe à 40, 42, 45 degrés, peu importe. Et voilà, il faut vraiment un déshydrateur qui arrivera à switcher entre les températures, pour vraiment que ce soit pas une galère pour vous, sinon vous l'utiliserez pas, quoi. Et puis, il est trop petit, voilà, faut tourner les plateaux. Enfin, bon, dès que ça devient compliqué, on n'utilise plus. Merci pour vos précisions. Donc, Eric qui pose plusieurs questions, donc qui nous repose des questions. Donc, est-ce que le lait de coco est à éviter? Il me semble qu'il contient beaucoup de gras saturés. Mhm. Oui, bah, c'est bon le lait de coco. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de dose, hein. Mmh. Mais c'est pas si on peut toujours consommer du lait de coco. C'est Oh, une histoire de dosage, en fait. bien sûr, oui, oui. Alors ensuite, Eric qui Parce que nous des repose graisses une question. saturées, de toute façon, il en faut aussi un peu. Si on a une alimentation 100% végétale, on peut se permettre d'avoir du lait de coco. Oui, l'idée, c'est vraiment avec parcimonie, tout est une question d'équilibre. Donc, Tout à fait. je comprends l'explication. Peut-on manger, alors Eric, encore une fois, peut-on manger beaucoup de tofu? Le tofu fumé, par exemple, est très pratique pas besoin de préparation, on coupe en dés et ça fait la protéine. Ouais. Oui? Tu veux répondre, Nathalie? Alors, bah, c'est pareil, c'est toujours une question de dosage. Et puis, si on mange que du tofu, ça va vite être peut-être rébarbatif. Donc, vous avez aussi les protéines de soja. Voilà. Et puis, de toute façon, vous trouvez suffisamment de protéines dans tous les végétaux. Si vous mangez une alimentation suffisamment variée, vous n'aurez pas de carence. Il faut vraiment, voilà, changer et pas toujours manger la même chose. Mais le tofu, oui, c'est très bon. Ouais, moi aussi, Hem, j'aime beaucoup. Après, le fumé, bah, voilà, faut pas en manger trop non plus du fumé. C'est pas OK. spécialement. Ensuite, on a Emma qui demande: «Est-ce bon des repas 100 de fruits? J'adore les Asia Ball». Eh bien, on peut le faire de temps en temps. Une journée, si c'est un repas, pourquoi pas? Ça dépend. Ça peut faire partie aussi d'une mise au repos du système digestif. Donc, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Oui, tout à fait. Et puis, un repas 100% fruits, par exemple, vous faites vous prenez des feuilles de salade, vous mettez quelques fruits dessus, une bonne vinaigrette, et voilà, ça vous fait aussi les feuilles avec. Donc, vous pouvez, mais effectivement, pas tous les jours, pas à chaque repas. Mais moi aussi, j'adore les fruits. Une journée sans fruits, c'est une journée pluvieuse, hein. Et il y a d'ailleurs une très bonne recette, moi, que j'adore, fruits et légumes, parce on peut vraiment, si on mange que des fruits et des légumes, on peut très bien mélanger les fruits et les légumes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais l'hiver, la fenouil orange, j'adore, avec de l'huile d'olive, j'aime beaucoup. Mm. Alors on continue parce qu'en fait tes questions, il y en a au fur et à mesure, ça intéresse donc merci beaucoup à tous de poser des questions. Je suis désolée, on déborde, mais voilà, vous avez des questions donc c'est quand même important qu'on y réponde. Avez-vous, alors, ah mince, est-ce que non. Alors Lydie qui demande: «Est-ce que la cosse de la graine germée peut être mangée?» Alors peut-être pour les réponses, on peut faire, une par une, à moins que vous ayez vraiment des précisions pour qu'on aille un peu plus vite. Qui veut répondre? Nathalie? Allez, je vais prendre la réponse. Donc oui, 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 vous pouvez. La cosse va se ramollir parce que vous l'aurez trempée 12 ou 24 heures.
Et donc, vous pouvez tout à fait la manger. Quand on prend des lentilles comme ça, on mange toute la graine, en fait. On mange je suis pas en face, on mange le germe et puis la cosse. Après, il y en a qui se séparent aussi quand vous les faites tremper. Par exemple, les graines de tournesol, elles vont avoir une petite peau là, qui vont se séparer. Alors là, graines de tournesol, on ne mange pas la coque, hein. On mange la cosse sans la petite pellicule. Ça, c'est pas nocif. Merci, Je ne sais pas si j'ai bien Nathalie. répondu à la question. N'hésitez pas à nous dire si vous avez compris ou pas, hein. Alors, quel pourcentage conseillez-vous pour une alimentation mi-crue, mi-cuite? Wow. Vas-y, Gradiela. Bon, ça reste toujours pareil, hein, ça dépend. Par exemple, l'hiver, on va manger plus de cuit que l'été. Donc, ouais, je ne sais pas. C'est vraiment ça, c'est pas évident de répondre à des questions pareilles, hein. C'est tellement individuel, c'est ça qui est important aussi, c'est vraiment de respecter nos besoins et de sentir ce dont on a besoin. Et c'est vers ça que nous, on encourage aussi. Donc, moi j'ai envie de dire, l'hiver, on va aller plus vers le cuit et l'été, on va aller plus vers le cru. Donc, ça va dépendre de la saison. Et puis, c'est pas parce qu'on mange cru qu'on ne mange pas chaud. On peut faire des soupes crues, mais chaudes. Souvent, on dit, bah, c'est froid, l'hiver, on veut manger chaud. Mais oui, peut manger chaud. Vous mettez vos légumes coupés dans un blender, vous rajoutez de l'eau chaude, vous faites tourner et avec le mouvement des limes, ça va s'échauffer. Donc, ça n'aura pas le temps de cuire l'aliment, mais vous pouvez tout à fait le manger chaud. Merci pour cette précision, Nathalie. Alors, pour les questions concernant est-ce que vous aurez accès aux slides? Là, pour le moment, on n'est pas capable de vous répondre. Moi, je fais remonter ça à plus haut pour savoir si on peut ou pas vous partager les slides avec le replay, le replay en vidéo. Mais ça, pour le moment, je ne peux pas vous assurer quand on vous partagera les slides. Ça va se décider après le live. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, comme question, donc là, c'est pas une question. Une dernière question au sujet des graines de tournesol. Donc, j'ai compris qu'on ne mange pas la cosse, sauf que c'est extrêmement long de préparer pour toute la famille. Vous êtes une équipe d'anges pour moi. C'est un plaisir de faire votre connaissance et félicitations à toi, la responsable, car très bonne animation. Bon, voilà, j'ai tout lu. Merci Ouais, beaucoup pour ce commentaire. merci, c'est toujours agréable d'avoir des Oui. retours agréables. Mais j'ai pas compris la question par contre. On ne mange pas la cosse des tournesols. Voilà. Voilà. Ce qui est dur, en fait, non, on l'enlève. Ou alors, on fait germer, mais on garde la cosse. Et on mange que la partie de la jeune pousse, en fait. D'accord, merci beaucoup. Salima qui demande quel lait végétal est-ce que vous conseillez? Alors, les laits végétaux, c'est très intéressant de les faire soi-même, en fait, hein, parce que c'est très facile à faire. Donc, avec 100 grammes d'amandes, par exemple, et 1 litre d'eau, vous faites un litre de lait végétal. Et vous pouvez faire ça avec tous les céréales, toutes les graines que vous voulez. Donc, c'est très économique. Et en plus, vous les faites sans sucre. Donc, si vous voulez sucrer, vous pouvez rajouter une date, vous pouvez rajouter un petit peu de miel, vous pouvez rajouter toutes les épices que vous voulez. Donc, vous pouvez vous faire des magnifiques laits végétaux qui seront nettement meilleurs et meilleurs marché aussi que ceux qu'on trouve dans le commerce. Merci beaucoup. Donc, on va clôturer les questions-réponses parce qu'il n'y en a plus et on va passer à la deuxième partie de l'intervention. Est-ce que vous pouvez mettre vos contacts, s'il vous plaît, pour les personnes qui souhaitent prendre contact avec vous? Donc, voilà, nous avons eu Graziella Quéron, qui est naturopathe et accompagnatrice de jeunes. Vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Vous aurez accès au replay et je remettrai aussi dans le mail
les coordonnées, les liens cliquables, enfin, il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Et nous avons aussi Nathalie Badet, qui est accompagnatrice de jeunes également et qui est formatrice en cuisine, comme aussi Gradiela, désolée, je n'ai pas précisé. Et comme pour Gradiela, on aura toutes les coordonnées, toutes vos coordonnées. Et sachez aussi que Nathalie a, il me semble, des e-books de cuisine que vous pouvez aussi, alors je ne sais pas s'ils sont payants, gratuits, mais peut-être que tu peux nous préciser, Nathalie. Oui, alors depuis que je fais de la cuisine, en fait, c'est devenu une passion. Et donc, j'ai créé plusieurs e-books avec que des recettes crues. Donc, vous avez un e-book, c'est sans salade, un autre, c'est sans sauce. Cet été, je me suis vraiment amusée avec les glaces. Il a fait chaud, donc 56 glaces. Vous avez des e-books pour faire 3 semaines de détox. Alors, une qui est plus printemps-été, une autre qui est plus printemps-hiver. C'est des recueils de une douzaine d'e-books en fait qui détaillent tout ce qu'il faut dans la cuisine, tout ce qu'il faut, voilà, enfin, et plein de choses. Et il y en a, ça regroupe également, enfin, il y en a un qui regroupe toutes les recettes. Donc, il y a plus de 400 recettes entièrement crues. Ça fait, voilà, 17 ou 19 e-books, je crois. Donc, ils sont à Merci. vendre sur le site de kilucru.fr. Merci beaucoup, Nathalie. On va passer à la deuxième partie. Donc, si cette première partie elle vous a intéressé, que vous êtes passionné par l'alimentation équilibrée et saine, on va passer à la deuxième partie avec Jean-Pascal qui organise pour la première fois en France un congrès international sur le jeûne avec des experts renommés mondiaux qui viennent du Canada, qui viennent d'Allemagne. Et donc ça va se passer à Aix-en-Provence le 9 mars prochain. Est-ce que Jean-Pascal, tu es avec nous? Si tu es avec nous, tu peux allumer ta caméra et Bonjour tout le monde et merci à tous. Nathalie, reste avec nous parce que c'est toi qui nous partages l'écran. C'est moi la chef. Au revoir, Graziella. Merci Au encore. Au revoir. revoir, Graziella, Bonne merci. soirée. Eh ben, écoute, tu peux passer la slide. Alors, Jean-Pascal, où es-tu? Bon, en attendant, je vais le présenter. Donc, Jean-Pascal, il fait partie de la Fédération francophone de jeunes randonnée depuis un bon moment. Il était là dès le début et il est accompagnateur de jeunes au sein de la fédération. Il est membre du conseil d'administration et il est organisateur. Donc, je ne sais pas si vous avez si vous avez déjà participé au sommet du jeune. Donc, c'est des sommets qui ont eu lieu, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en 2022, 2020, non, 2021 et 2022. Donc, qui rassemblaient des experts pour parler du jeûne et pour parler de ses bienfaits, des avancées scientifiques, avec des ateliers, des animations. Donc, ça, c'était en ligne. Et il a décidé, donc, il a décidé en 2023 pour 2024 de réunir ses experts, médecins, oncologues aussi, on a eu, pour parler du jeûne aux professionnels de santé, mais aussi au grand public. Donc, écoutez, Jean-Pascal n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, je vais vous parler moi-même du congrès. Alors, les objectifs du congrès, c'est vraiment donc de montrer que, voilà, en France, il y a une avancée sur le jeûne. Je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu de l'histoire du jeûne en France, mais il a été, on va dire, importé d'Allemagne par Gispert et Gertrude Bolin en 1990. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez fou de faire du jeûne et de la randonnée. Et en fait, eux, ils ont repris le concept au docteur Buchinger, qui, lui, a découvert le jeûne suite à des problèmes de santé. Il a testé le jeûne sur lui, il me semble, dans les années 20, quelque chose par là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a amélioré son état de santé grâce au jeûne et il était docteur et il a ouvert des cliniques Buchinger. Je pense que vous devez connaître les cliniques Buchinger ici. Et donc, maintenant, les cliniques Buchinger, elles ont plus de 100 ans. Elles accueillent chaque année des milliers de personnes pour faire des cures de jeûne. Et en fait,
eux, en Allemagne, ils organisent déjà des congrès internationaux sur le jeûne et nous, en France, c'est un petit peu au ralenti et c'est pour ça que c'est un grand événement pour le jeûne, que de réunir des experts mondiaux, des médecins, pour parler de la pratique du jeûne en France. Donc ce rassemblement, en fait, est ouvert aux professionnels de santé, mais aussi au grand public qui souhaitent, en fait, se renseigner sur la pratique du jeûne. Nathalie, si tu veux bien passer la prochaine slide. Donc, au niveau des thèmes qui vont être abordés et au niveau du programme, je vous les ai listés juste ici. Donc, je vais vous les énumérer. Donc, on a les effets du jeûne chez l'être humain. On a comprendre les changements métaboliques. Jeûne et en oncologie, quelle avancée? Donc, là, vous allez suivre les avancées donc, par rapport au jeûne et au traitement du cancer. Les facultés de médecine française et les médecines non conventionnelles, donc où est-ce que ça en est? Où est-ce que les facultés, à quel point en fait elles intègrent les médecines alternatives et naturelles et douces? Ensuite, on a aussi les perspectives cliniques dynamiques du microbiome intestinal, donc le microbiote dont Nathalie et Gradiela ont aussi parlé tout à l'heure dans leur présentation sur l'alimentation vivante. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment en plein boom. On parle de plus en plus du microbiote, on s'intéresse de plus en plus et on comprend de plus en plus l'effet qu'a le microbiote sur notre santé mentale, notre santé physique. Et donc, c'est des leviers en fait qui sont utilisés pendant le jeûne, notre microbiote. Et arrête-moi, Nathalie, si tu veux peut-être préciser sur ce point-là par rapport au microbiote, mais il me semble que le microbiote évolue quand on jeûne. Et il y a un changement du microbiote en positif, bien sûr. Et donc, Tout à fait. l'idée, c'est à travers cette conférence-là, c'est de parler donc du microbiote et du jeûne. Ensuite, on va avoir aussi le médecin, le jeûne et la littérature médicale. Donc ça, non, malheureusement, on n'a pas Jean-Pascal pour en parler. C'est peut-être lui qui en sait plus sur ce sujet-là. Jeûne et maladies inflammatoires. Donc ça, c'est vrai qu'on sait que le jeûne, il y a des études qui sont sorties. On a fait un live vendredi dernier ou jeudi dernier pour parler de l'inflammation et du rôle du jeûne, que le jeûne a sur l'inflammation. Et enfin, le rôle du jeûne et du diabète de type 2. Donc voilà, des données et les avancées scientifiques. Donc au niveau des intervenants, vous pouvez voir à droite toutes les personnes et leur nationalité. Donc vous pouvez voir, voilà, comme je vous ai dit, on va avoir des Allemands, on va avoir des Canadiens, aussi des Français. Donc vraiment, on a une belle assemblée et en fait, le congrès va permettre aux personnes aussi, à vous, si vous décidez d'y participer, de pouvoir poser vos questions à ces experts-là qui, c'est rare de les voir réunis lors de ce genre de conférence. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Donc, pour savoir comment y participer et si, voilà, si vous voulez y participer ou ne serait-ce faire passer l'information, c'est vraiment important pour le jeune en France, pour son évolution. Si vous êtes convaincu par le jeune, je pense que vous pouvez porter le message parce que le jeune a besoin de ses jeûneurs. Et je pense que c'est que les jeûneurs qui sont convaincus par le jeûne, on est convaincu par le jeûne quand on l'a testé, essayé. Donc voilà, vous êtes notre force. Donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez participer directement sur place à Aix-en-Provence. Il y a encore des places pour être sur place. Donc c'est le 9 mars au Centre des Congrès à Aix-en-Provence. Au niveau des tarifs, donc vous avez le billet classique qui comprend une place classique avec un accès classique à 130 € TTC. Et vous avez le présentiel Gold Congrès où là, vous êtes en avant-première et vous avez aussi accès au buffet pour pouvoir aussi discuter après le congrès assez professionnel. Et ensuite, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Aix-en-Provence, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Parce que vous pouvez prendre votre place en ligne. Et donc, la place en ligne, elle coûte 33 € TTC. Et comme je vous ai dit, voilà, il va y avoir beaucoup d'ateliers, beaucoup d'interventions de la part de ces chercheurs, de ces médecins, de ces experts du jeûne. Donc, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre vos places ou si
vous ne souhaitez pas prendre votre place parce que vous ne serez pas disponible, n'hésitez pas à en parler, c'est important, vraiment pour le jeune. Et si vous êtes convaincu par ça, je le répète encore une fois, mais allez-y, parlez-en à vos médecins qui pourraient être intéressés, qui ne connaissent pas la pratique du jeûne, ou à votre entourage, peu importe. C'est vraiment, on compte sur vous, voilà, tout simplement. Au niveau des liens utiles, voilà, je vous les ai mis juste ici. Donc, vous avez le site du congrès si vous voulez en savoir plus. Donc, c'est www.lecongrèsdujeune.com. Et après, vous avez le Instagram, le Facebook. Il y a même un groupe Facebook pour pouvoir poser vos questions sur le congrès. Et je vous mets le contact du congrès. Donc, si vous souhaitez envoyer un mail, c'est contact@lecongrèsdujeune.com. De toute façon, ça, je vous le remettrai pareil dans mon mail, dans le mail de récap. Et on avait une partie questions-réponses, pareil, sur le congrès. Donc, je vais essayer d'y répondre si je peux, parce que ce n'est pas moi qui organise le congrès, c'est Jean-Pascal. Et vu qu'il n'est pas là, je vais essayer d'assurer et de répondre à vos questions. Alors, on a ce live sur l'inflammation a été également enregistré. Alors oui, le live sur l'inflammation a été enregistré, mais par contre, on a eu un problème technique et il n'y a que la deuxième partie qui s'est publiée malheureusement. Donc, vous avez que la fin du live sur l'inflammation. Je n'ai pas pu récupérer la première partie. Donc, Isabelle, qui a présenté ce live, est censée nous faire un article qu'on va publier sur le site de la fédération. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous n'êtes pas abonné à la newsletter de la FFJR pour recevoir en avant-première les derniers articles qui sont publiés. Voilà. Ensuite, si on s'inscrit en ligne, le congrès sera-t-il enregistré? Oui, le congrès est enregistré et alors, je ne sais pas si dans la place en ligne, vous avez accès au replay. Il me semble dans la place Gold, vous avez accès au replay. Mais ça, il faudrait que je pose la question à Jean-Pascal. Si vous voulez, je peux vous le mettre dans le mail récap pour répondre à cette question-là, parce que malheureusement, je n'ai pas la réponse si vous prenez votre place en ligne, si vous avez accès ensuite au replay. Il me semble que c'est un autre pack, mais je voudrais pas dire de bêtises. Non, pas de replay pour le visio. Non, non, je ne parlais pas du replay du visio, je parlais vraiment du replay du congrès, en fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au congrès? N'hésitez pas à les poser. On est encore en ligne. Mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, parlez-en. Si vous pouvez y assister, allez-y. Il reste encore des places. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à ce live. Je ne sais pas s'il y a encore une slide après, Nathalie, peut-être. Ah ben voilà, ben c'est les remerciements. Je vous remercie à tous. Passez une bonne soirée. Vous allez avoir accès au replay. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir le replay aussi également. Il sera publié sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter directement sur le site de la fédération. Donc, c'est www.ffjr.com. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore, Nathalie. Merci à Graziella, même si tu n'es plus là. Et voilà, merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir.